Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici, aussi un petit peu impressionné devant tout le monde, il faut l'admettre. Mais ce sentiment est aussi teinté d'autres choses, un sentiment d'interrogation. Qu'est-ce que je fais là? J'ai 22 ans, je suis étudiant en 4e année à l'école polytechnique, j'étudie la physique de la matière condensée. Et donc dans un monde normal, je devrais étudier les atomes, pendant que vous, les risk managers, ou les gens qui s'intéressent aux risques, s'occupent des risques. Pourtant, depuis un peu plus d'un an et demi, des jeunes dans le monde entier se sont vus obligés de rappeler aux décideurs économiques et politiques leurs responsabilités en matière d'environnement. Vous avez sûrement entendu parler des grèves pour le climat, vous avez peut-être regardé un discours de Greta Thunberg à Davos. J'ai moi-même pas vraiment participé à ces grèves. Par contre, je suis l'auteur, avec d'autres étudiants de grandes écoles, d'un texte qui s'appelle « Manifeste étudiant pour un réveil écologique » et dans lequel nous constatons avec frustration le fait que, jusqu'à maintenant, les choses qui ont été engagées pour lutter contre la crise environnementale sont fondamentalement insuffisantes. Quand on regarde, par exemple, les engagements qui ont été pris à l'accord de Paris en 2015, non seulement ces engagements sont trop petits pour rester sous la barre des 2 degrés, mais en plus de ça, ce qu'on a fait depuis 5 ans, depuis 2015, est en deçà même de ces engagements. Et donc, tout cela est fondamentalement insuffisant, en fait, pour 3 raisons que nous expliquons dans le texte. La première, c'est qu'en 2020, encore, nous continuons à courir après la croissance du PIB, qui est un indicateur assez mauvais du succès d'une société. Et, en plus, très corrélé à la consommation d'énergie et donc aux émissions de gaz à effet de serre. La deuxième chose, c'est que nos systèmes politiques, sous la pression d'intérêts contradictoires, disons, peinent à poser un récit cohérent de sortie de crise. La troisième chose, c'est que nos systèmes idéologiques valorisent encore la recherche du profit de court terme et des modes de consommation sans limite. Dans cette optique, et face à ça, les étudiants du Manifeste étudiant pour un écologique déclarent qu'il est impossible pour nous, au vu des enjeux, de s'engager pour une entreprise qui ne les considère pas avec sérieux. Il faut s'imaginer qu'une grande partie de nos générations a commencé à prendre des engagements sur sa vie personnelle, mais la dissonance cognitive nécessaire pour se rendre au travail à vélo, si c'est pour y construire des SUV dont la principale utilité est de brûler plus de carburant, donc de produire plus de PIB, ou de donner à son utilisateur un sentiment de domination sur le monde, c'est pas une dissonance cognitive qu'on est capable de subir. Donc ce texte a été signé par 30 000 étudiants dans un certain nombre de grandes écoles et d'universités. Dans ma promo à l'IX et dans celle de mes collègues à HEC, Centrale Supélec ou l'AgroParisTech, entre 20% et 30% des étudiants l'ont signé. Alors pourquoi est-ce que les étudiants s'inquiètent comme ça? Qu'est-ce que c'est cet enjeu climatique? Vous en avez sans doute entendu parler, en tout cas j'espère, mais par expérience, la façon dont il est présenté médiatiquement donne un certain intérêt à revenir aux bases. Alors, je m'excuse pour ce graphe qui n'est pas en très bonne qualité, je n'imaginais pas un aussi grand écran. Donc c'est la concentration de CO2 depuis 400 000 ans. Vous voyez qu'elle a varié au cours de ces 400 000 années, mais que depuis les années, la fin du 19e siècle, il se passe quelque chose de très clair, c'est qu'elle est en train d'exploser. En fait, notre présence sur Terre, parce que nous sommes énormément et parce que nous faisons énormément de choses, nous dépensons beaucoup d'énergie, a un impact sur énormément de fluides physiques. Mais il se trouve que pour le CO2, la concentration dans l'atmosphère est liée à la température moyenne sur le globe terrestre. Donc vous avez ici par exemple la température au cours des 20 000 dernières années, qui a effectivement varié aussi, et en l'espace de 10 000 ans, elle a augmenté de 3 degrés. Mais si on fait une projection de ce que serait plus 4 degrés sur 100 ans, vous voyez que la rupture de courbe est très 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 différente des dérivés qu'on avait avant. Et donc, ce qu'il faut comprendre sur cette crise climatique, c'est pas tant l'échelle du changement qui est déjà importante, plus 4 degrés comparé à plus 3 degrés, mais c'est la vitesse à laquelle il se fait. Quand on gagne 3 degrés en 10 000 ans, nos sociétés ont le temps de s'adapter, nos villes ont le temps de se déplacer, les écosystèmes ont le temps d'évoluer pour s'adapter également. Mais quand on gagne plus 4 degrés en 100 ans,
c'est quelque chose d'extrêmement violent. Un petit exemple pour se centrer sur la France. Vous avez ici les vagues de chaleur historiques en France depuis les années 40. À l'axe des abscisses, donc en bas, vous avez la durée en jours de ces vagues de chaleur. En ordonnée, vous avez la température maximale et l'aire des cercles est proportionnel à la moyenne pendant la vague de chaleur. Si on dézoome un peu et qu'on projette dans le temps, vous avez ici, selon le scénario RCP 8.5, donc celui dans lequel le scénario business as usual, où on continue nos émissions telles qu'on le fait aujourd'hui. Et les ronds rouges sont les projections en 2100 des vagues de chaleur, et les ronds oranges sont celles en 2050. Donc vous voyez que les vagues de chaleur sont non seulement beaucoup plus intenses aux extrêmes, beaucoup plus intenses en moyenne, et aussi beaucoup plus longues. Il faut donc se représenter ce que ça veut dire en 2100 en France, une vague de chaleur à 30 degrés en moyenne pendant 3 mois. Je laisserai les experts du risque voir ce que ça peut donner. Un exemple que vous connaissez sûrement, c'est la faillite en bourse de PGE, l'entreprise d'électricité de Californie, qui a donc subi les risques physiques sur ses infrastructures qui n'étaient pas protégées face aux feux de forêt. Et en plus de ça, était responsable de ces feux de forêt puisque ces infrastructures produisaient des étincelles qui les lançaient, et donc a subi une combinaison de pertes d'infrastructures et de procès qui lui ont fait faire faillite. Un autre exemple pour sortir de la France, que peut-être que vous connaissez moins, c'est celui des jours passés dans des conditions de température au-dessus d'un seuil vivable pour l'homme. Donc le mammifère qui est l'humain, a besoin pour maintenir sa température corporelle interne à une certaine quelque chose de vivable, de transpirer. Donc on a de l'eau qui sort de notre peau et qui s'évapore, elle change d'enthalpie pour ceux qui ont fait de la physique, et elle nous permet de nous refroidir, ce qui nous évite d'avoir à faire, comme font les chiens, sortir la langue pour se refroidir. Donc c'est très pratique. Le problème, c'est que ça marche uniquement quand les conditions de température et d'humidité sont suffisamment basses. Si vous avez un environnement très très humide, vous ne pouvez pas transpirer. Dans le monde aujourd'hui, à plus 1 degré de réchauffement climatique, 20% des gens vivent dans des conditions comme cela 20 jours par an environ. Dans un monde à plus 4 degrés en 2100, ce sera 74% des gens, et vous voyez qu'il y a des zones entières en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, une bonne partie de l'Inde où il y a beaucoup de monde, le nord de l'Australie, où ce ne sera pas 20 jours par an, mais 150, 200 jours par an, où les gens vivront dans ces conditions, où donc l'homme ne peut pas survivre sans apport externe de fraîcheur, donc climatiseur ou de l'eau. Un dernier exemple qui sort un peu du climat, dont on parle beaucoup, et qui est plus relié à la biodiversité. Alors la biodiversité est très difficile à saisir, mais ce qu'il faut comprendre et que j'essayais de décrire un peu au début, c'est que nos sociétés sont développées dans un environnement qui est relativement stable, et dès qu'on dérange cet environnement, il peut aller dans des états qui ne sont moins viables à nos activités économiques en particulier. Un exemple extrême, si vous voulez créer un environnement artificiel dans lequel l'homme survit, ça s'appelle la Station spatiale internationale et ça coûte très cher. Donc l'environnement nous donne un certain nombre de services et par exemple la pollinisation animale sans laquelle une partie des rendements serait perdue. Donc tout cela mène à dire ce que M. De Castres a dit et que vous connaissez sûrement, un monde à plus 4 degrés n'est tout simplement pas assurable. Mais peut-être que les projections en 2050 et en 2100 vous intéressent moins. On a dit, c'est une tragédie des horizons, vous vous intéressez sûrement plus à ce qui se passe maintenant. En 2020, le Fonds monétaire international a revu ses hypothèses de croissance à la baisse de 0,1% à cause des crises climatiques. Un autre point intéressant, qui vient du gouverneur de la Banque d'Angleterre, McCartney, est le fait que certains actifs seraient, dans un scénario où on reste sous la barre des degrés, ce qu'on appelle échouer. En fait, si on reste sous les 2 degrés, il est assez clair que si on ne fait pas de compensation carbone, 30% des ressources en pétrole, 50% des ressources en gaz et 80% des ressources en charbon devront rester sous terre et ne pas être brûlés. Donc tous les actifs qui permettent d'extraire ces ressources deviennent, dans un monde où on est sérieux sur le fait de rester en dessous des 2 degrés, complètement obsolètes. Et en plus des
infrastructures qui permettent de les extraire, les infrastructures qui utilisent ces combustibles pour les brûler deviennent de même obsolètes. Un exemple, si vous investissez dans un terminal d'aéroport, c'est dans un nouveau terminal plutôt, c'est que vous estimez, comme les prévisions disent, que le trafic aérien va augmenter de 5% par an. C'est ce que disent les gens qui travaillent dans l'aviation. Le problème de ça, c'est que cette croissance de 5% par an, on peut en discuter, est incompatible complètement avec un scénario où on reste en dessous des 2 degrés. Donc, un certain nombre d'actifs risquent d'être échoués et le cabinet Xerfi de prospective économique estime même qu'il n'y aura pas en fait, de transition à 2 degrés sans crise économique majeure puisque notre économie est empêtrée dans ces actifs. Un dernier exemple que vous connaissez aussi sûrement, c'est cette carte des risques par le forum de Davos. Donc vous voyez ici, on a mis en vert les 5 principales causes, les 5 principaux risques, et tous sont donc reliés à l'environnement. Donc vous comprenez peut-être maintenant qu'est-ce qui fait dire à tous ces jeunes je n'irai pas travailler dans une entreprise qui ne prend pas sérieusement ces enjeux-là. Quand on a en tête les chiffres, les cartes que je vous ai présentées, c'est vraiment très difficile d'arriver dans une structure qui ignore dans sa stratégie ces chiffres et ces cartes-là. Et donc, suite à la publication du manifeste dont je parlais, on a décidé d'aller à la rencontre des entreprises. Pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas plus? Est-ce que personne ne voyait l'éléphant dans la chambre? On a rencontré une quarantaine d'entreprises au niveau direction générale, COMEX, parfois les départements RSE aussi. La bonne nouvelle, c'est que tous avaient quelque chose à nous dire sur l'environnement. En France, on est maintenant obligé de publier des rapports RSE. Malheureusement, vous vous y attendiez, une bonne partie des engagements qu'on nous a présentés étaient encore très cosmétiques. On nous présentait par-ci un gain d'efficacité de 10%, par-là, on a acheté des chèvres pour tondre nos pelouses. Donc on a décidé de développer une grille de lecture pour nous permettre à chaque étudiant de distinguer ce qui relève d'un engagement sérieux et ambitieux et ce qui est du pur vernis vert. Alors qu'est-ce qu'être sérieux en termes d'environnement, en tout cas selon nous? La première chose, c'est assez évident, il faut évaluer ses impacts. Combien de gaz à effet de serre j'émets, d'où ça vient, pourquoi? Et ça, en fait, une bonne partie des entreprises, pas celles qu'on a rencontrées, ne le fait pas. La loi en France oblige à publier un bilan carbone, mais l'amende est de 1 500 €. Donc, contrairement à la RGPD qui est un peu plus forte sur ce sujet-là, ça ne pousse pas un bon nombre d'entreprises à le faire. Au niveau du SBF 120, donc à l'échelle internationale, une bonne partie des entreprises ne le fait pas non plus. Amazon, par exemple, à ce jour, ne publie toujours pas de bilan carbone. Ensuite, une fois qu'on a ce bilan carbone, et peut-être qu'il serait temps en 2020, il s'agit de mettre en place des stratégies de réduction de 7% par an dès maintenant. Donc les émissions devraient atteindre un maximum cette année et diminuer 7% par an. Bien sûr, ça dépend des secteurs, chacun a un peu sa vitesse, mais il faut bien comprendre que l'économie globalement doit diminuer de 7% par an ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui est massif. Et donc comme elles doivent prendre effet dès maintenant, ces stratégies ne peuvent pas reposer sur des technologies de rupture dont on espère qu'elles vont arriver. D'une part, ce n'est pas sérieux parce qu'on ne sait pas si elles vont arriver. Des ingénieurs travaillent dans un labo, mais on ne sait pas ce qu'ils vont trouver. Parfois, ils ne trouvent pas. Donc, quand on prévoit de compenser 30% de ces émissions en 2050 à partir d'une technologie de captation-stockage qui n'existe pas, c'est un pari risqué. La deuxième chose, c'est que il faut commencer dès maintenant, et ces technologies n'existent pas. Souvent, il faut aussi former l'ensemble de ses employés à ces questions-là. Si vous avez appris quelque chose de ma présentation, c'est a priori que votre entreprise n'est pas au niveau là-dessus. Souvent, il s'agit aussi de se reposer entièrement la question de l'utilité de certains de vos produits. On peut discuter, mais peut-on vraiment encore sérieusement argumenter qu'au vu de ce que je vous ai présenté, il est super important de développer la 5G et les frigos connectés? On peut en discuter, encore une fois. Enfin, et particulièrement pour vous, être sérieux, c'est se préparer. C'est assumer que quoi qu'on fasse, de toute façon, les risques climatiques seront là et continueront à arriver. Et donc, construire une certaine résilience. Et ça, ça a été dit juste avant. Alors, que retenir de tout ça? La première chose, c'est que le risque physique posé par le climat et l'environnement en général
est déterminant, mais qu'il amplifie tous les autres. C'est-à-dire qu'un monde sous pression climatique à plus 4 degrés, et même moins que ça à plus 3 degrés, est tout simplement explosif. J'espère vous en avoir convaincu, ou en tout cas j'espère avoir éveillé votre curiosité pour que vous continuiez à vous informer sur le sujet. La deuxième, c'est qu'au-delà du risque physique, les entreprises que vous représentez ou que vous assurez font face à un véritable risque de réputation. Et ce risque de réputation ne se limite pas aux consommateurs. On pourrait dire, voilà, on pourra l'influencer, ça ira. Des jeunes, comme 30 000 autres ou moi, et on continue à grandir, à l'esprit critique éveillé, jugeront maintenant en détail les actions réelles des entreprises en matière d'environnement, avant de décider de s'engager avec elles. C'est donc à vous de décider si vous souhaitez leur répondre avec une stratégie de communication mieux rodée ou des engagements à la hauteur des enjeux.